Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Bien, du coup, après avoir parlé des croyances limitantes pendant déjà 3 épisodes, on va conclure un peu cette petite mini-série avec les croyances qui, cette fois-ci, ne nous poussent pas vers le bas, mais nous poussent vers le haut. Ouais, je sais, tu vas me dire, c'est un peu bizarre, c'est un peu à contre-courant de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais est-ce que c'est pas un peu ma ligne de conduite? J'en dirai pas plus. Mais avant toute chose, bonjour à tous, et bienvenue dans ce 108e épisode d'Electron Penseur. Bien, alors comme je le disais en intro, après 2 études de cas et une analyse en profondeur sur les croyances limitantes, tu sais, ces croyances limitantes, c'est un peu ces idées reçues qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel et de réaliser nos rêves. Donc du coup, là c'est une espèce de bride naturelle qu'on a soit innée, soit qu'on nous inculque de tout petit ou de la société ou autre. Aujourd'hui, du coup, on va voir l'inverse. On va voir finalement les croyances qui, au contraire, peuvent te pousser vers le haut. Oui, ça existe, il y a des croyances limitantes positives. On appelle ça l'effet Pygmalion. Alors oui, je sais, tu vas me dire Pygmalion, c'est vraiment un drôle de nom. Et d'ailleurs, tu trouves pas que ça a un petit côté un peu grec? Eh ben oui, parce que en fait, c'est un terme qui nous vient tout droit de la mythologie grecque. Alors voilà, assieds-toi, mets-toi à l'aise et laisse-moi te narrer la courte histoire de Pygmalion. Alors Pygmalion, c'est un homme de la petite île de Chypre. Alors selon certaines légendes, c'est aussi le roi ou autre, mais bon, si tu suis bien un peu la mythologie grecque, on va dire qu'il n'y a pas grand monde qui est pas roi, donc je pense qu'il ne devait pas y avoir grand monde à l'époque, et tout le monde était un peu roi de quelque chose. Bref, quoi qu'il en soit, en gros, c'est pas son statut ici qui est important, mais c'est en gros son savoir-faire. Parce qu'on dit que Pygmalion, dégoûté par les mœurs un peu trop légères, il semblerait, des femmes de l'île, et de la décadence un peu de ses concitoyens, il se soit voué au célibat. Si t'as pas compris ce que je viens de dire parce que j'ai fait volontairement un peu de romance, on va dire que en gros il en avait marre d'avoir des filles dévergondées et des mecs qui se vautraient dans l'alcool autour de lui, et donc du coup il s'est dit je vais être un exemple de vertu, le roc de vertu au milieu de cet océan de débauche. Donc du coup il s'est voué au célibat, à savoir qu'il ne se marierait jamais avec personne. Alors du coup, pour occuper ces longues nuits d'hiver, je rappelle qu'il est voué au célibat, toi-même tu sais. Du coup, il s'est mis à faire ce que n'importe quel mec tout seul, quand il fait froid, ferait avec ses mains. Il s'est mis à sculpter. Oui, bien sûr, c'est ce à quoi tu pensais. Oui, parce qu'en gros, Pygmalion, c'était un sculpteur. Un très bon sculpteur même. Et donc du coup, il va se lancer dans la sculpture d'une femme. Bah oui, voyons, comme je t'ai dit, les nuits étaient longues et il était tout seul. Donc du coup, voilà, il s'est mis à sculpter une femme. Mais cette femme-là, en fait, il l'a fait si parfaite, avec des traits si fins, avec une telle précision, que la statue, elle paraissait presque réelle. Tellement réelle, tellement proche de la réalité, qu'il en est tombé amoureux. Oui, je sais, ça doit être de la statutophilie, ou je sais pas, maintenant on utilise on invente des mots pour tout et n'importe quoi, donc ça doit sûrement exister, les gens qui sont amoureux des statues. Mais donc du coup, aujourd'hui, on dirait plutôt que c'est un pervers narcissique, égocentrique, qui imbue de lui-même et qui s'auto-glorifie à l'extrême de sa propre création. Voilà. Mais, dans le contexte et pour l'histoire, on disait juste que il était doué et qu'en gros, il était tombé amoureux de son truc. Oui, à l'époque, on était plus romantique et moins prise de tête. En gros, il est tombé tellement amoureux de sa statue que certaines parmi les versions les plus dark, parce que oui, la mythologie, c'est comme tout, vu que c'est à l'oral, un peu comme là, peut-être que je fais de la mythologie, hein. Donc du coup, voilà, comme c'était à l'oral ou autre, il y a eu plusieurs versions qui sont plus ou moins dark, qui finissent plus ou moins bien ou autre. Et donc du coup, dans la plus dark d'entre elles, il se laisse mourir auprès d'elle après être devenu complètement fou. Mais sinon, dans la plupart qui sont un peu façon Disney, en gros, il supplie tout simplement la déesse Aphrodite, qui est la déesse de l'amour, de rendre sa création vivante. Enfin, pas vivante en mode genre colosse de marbre, tu vois, golem ou autre. Non, juste vivante, genre Pinocchio, tu vois, genre humaine. Voilà. Et donc du coup, c'est comme ça que, on va dire dans son bon jour, parce que si t'as un peu étudié la mythologie grecque, les dieux, si tu tombes sur le mauvais jour, tu te fais foudroyer, transformer en limace, et il y a la malédiction pour toi pendant 20 générations. Et là, il a eu de la chance, elle était de bonne humeur, et elle a accepté. Et c'est ainsi que Pygmalion a pu épouser sa propre création, qu'il nommait Galatée, et vivre avec elle une vie parfaite et paisible, ou autre, qui vécurent heureux, et ont beaucoup d'enfants, et plein de petits cailloux. Voilà.
Bien, ça en gros c'est pour l'histoire. Mais là tu vas me dire quel est l'intérêt de notre série sur les croyances limitantes et le rapport avec cette histoire de mec qui tombe amoureux d'un morceau de caillou. Eh bien en fait c'est que ce récit mythologique, les psychologues et les sociologues, ils en ont tiré un concept, l'effet Pygmalion. Parce qu'en fait, ce qui a rendu Galatée, donc la création de Pygmalion, si parfaite une fois vivante, qu'est-ce qui l'a rendue si parfaite? Et bien en fait, tout simplement l'énergie, la patience et la foi que le sculpteur il a placé dans sa création. Et en fait, c'est exactement ça l'effet Pygmalion. Voilà, tu vois, ils sont pas bien foulés, il fallait quand même le trouver, mais finalement, ça, c'est assez logique. En gros, c'est exactement ça l'effet Pygmalion, c'est qu'en gros, c'est un genre de prophétie autoréalisatrice. Pour ceux qui ont un peu de mal avec ce concept, t'inquiète pas, je vais faire un épisode prochainement dessus. Mais si vraiment t'es impatient, comme d'habitude, ça me ferait super plaisir. En plus, dis-le moi sur Facebook, Instagram, dans les commentaires ou autre. Donc du coup, en gros, c'est une espèce de prophétie autoréalisatrice qui s'applique aux autres. Je sais, c'est un peu, en plus, c'est un peu paradoxal parce que normalement c'est autoréalisatrice, donc c'est sur soi-même, mais là c'est appliqué aux autres. En gros, tout simplement, très clairement, l'effet Pygmalion, c'est la croyance dans la réussite de l'autre. En gros, c'est l'espoir et la foi qu'on place en la personne, finalement, on la pousse à réussir. Le meilleur exemple que ça, c'est l'éducation. Donc l'éducation, que ce soit à l'école ou à la maison. En gros, tu as de nombreuses études qui ont révélé que finalement, le niveau de réussite, de bonheur et même de développement intellectuel, il est directement lié à cet effet Pygmalion. D'où l'intérêt que quand même on s'y préoccupe un petit peu, vu que finalement la réussite, le bonheur et le développement intellectuel, c'est un peu finalement tout ce qui fait notre raison de vivre, je pense. Voilà. En gros, donc pourquoi est-ce que cet effet Pygmalion, il avait un tel impact? Et parce qu'en fait, la réussite, donc le bonheur et le développement intellectuel ou autre, enfin, tu vois un peu de grosso modo, mais en fait, ils dépendent en grande partie de la croyance dans la réussite que les autres ont de toi. Donc voilà, que ce soit à l'école ou à la maison. Pour mettre un petit peu de contexte, un truc un peu historique, pour te remettre encore une image, les fameuses palettes d'images que vous aimez bien, dans Gladiator. J'espère que tu as vu Gladiator. J'espère. Gladiator, le film de Ridley Scott, sorti en 2000, avec le très célèbre, qu'on ne présente plus, Hans Zimmer qui joue du piano derrière, et le non moins célèbre Russell Crowe, voilà. Et Joaquin Phoenix, qui maintenant est devenu une superstar grâce à Joker. Voilà, donc du coup, j'espère que tu as vu ce film. Si tu l'as pas mis, je t'autorise, même je t'impose à mettre le podcast en pause et va le voir tout de suite. Voilà, tu n'as pas le choix, sinon désabonne-toi. Donc du coup, voilà, en gros, dans Gladiator, pour ceux qui l'ont vu, en gros, finalement, ce qui rend Maximus, donc le personnage principal, si invincible sur le champ de bataille, c'est finalement pas sa charge de cavalerie dans la forêt, qui est une stratégie plus que douteuse, j'en conviens, hein, parce que si t'es pas trop branché stratégie militaire, dis-toi qu'une charge de cavalerie dans la forêt, ça n'a aucun sens. En gros, tes chevaux, ils ont autant de chances de taper un arbre ou une branche que de toucher un mec. Voilà. Même plus de chances de toucher un arbre. Voilà. Donc du coup, c'est pas cette espèce de truc un peu glorieux, de charge glorieuse qui le rend invincible. En gros, finalement, c'est la foi, la confiance en sa réussite, la confiance que ces hommes et Marc Aurèle, donc l'empereur qui lui donne le commandement, ils ont en lui. Ce qui fait qu'il gagne, ce qui fait qu'il écrase tout autre, c'est en partie sa stratégie, mais c'est surtout que ces hommes, ils sont sûrs de gagner parce qu'ils sont avec lui. C'est un truc qu'on voyait aussi du côté d'Alexandre, où en gros, c'est même pour ça que d'Alexandre le Grand, c'est même pour ça que le jour où Alexandre le Grand est mort, son empire il s'est écroulé sur lui-même, alors que pourtant, il a réussi à pousser des mecs à marcher pendant 10 ans, oui, j'ai bien entendu, pendant 10 ans, pour traverser la moitié du monde, pour explorer des contrées qu'ils pensaient même pas voir, loin de chez eux, loin de tout ou autre. En fait, la seule chose qui les continuait à avancer, c'était juste la foi dans la réussite de leur chef. Voilà. Ils savaient qu'ils allaient gagner parce qu'ils étaient avec Alexandre. Donc du coup, là, en fait, c'est exactement ça. Ce qui rend finalement les légions de Maximus si invincibles, c'est parce que ces hommes, ils ont foi en lui. Finalement, ils sont convaincus qu'il est le meilleur, et non seulement, du coup, ça les gratifie, mais en plus, lui, ça le pousse à être le meilleur pour tout faire pour l'être. Parce que finalement, même quand il devient gladiateur, c'est Proximo, son entraîneur, qui finalement, c'est Proximo plus que son entraînement militaire, plus que sa stratégie ou autre. C'est Proximo qui lui permet de briller, parce que Proximo, il a foi en lui. Parce que Proximo, il lui dit, c'est bon, tu vas y arriver, j'ai foi en toi, c'est toi qui vas défier l'Empire ou autre. Et finalement, quand on y regarde de plus près, c'est valable pour la plupart des succès du cinéma ou des histoires en général.
finalement, Harry, il devient le plus grand des sorciers que parce que tout le monde le croit. Parce que Dumbledore, il passe son temps à le pousser vers l'avant en lui disant que c'est son destin, qu'il est censé voilà, être le plus puissant du monde. Voilà, même un gamin de 15 ans qui est censé être plus fort qu'un mec qui a vécu, grosso modo, on va dire une petite centaine d'années, hein, façon Voldemort, qui a voilà, quand même un petit cursus derrière, qui a des prédispositions de base. Bah pourquoi est-ce qu'il arrive à le battre? Parce que les gens ont foi en lui, donc du coup ça le pousse vers l'avant et ça le pousse à avoir foi en lui. Bilbon et Frodon Sacqué, les deux, ils seraient restés des simples petits hobbits apeurés, sans aucune réussite, sans aucune confiance en leur réussite, si on n'avait pas placé un Gandalf ou un Sam à côté d'eux. C'est la même chose pour tout. C'est à chaque fois que plus ou moins des personnages qui sont plus ou moins importants, ils ont foi en un autre personnage, du coup, quasiment à chaque fois, ils le poussent vers l'avant. Donc du coup, bien sûr, il y a toujours des histoires qui soient réelles ou fictives, où en fait, finalement, tout était contre quelqu'un, et cette personne, elle s'est battue contre tout le monde pour y arriver. En gros, là, je prends juste l'exemple inverse, de se dire que, forcément, si tout le monde croit en toi, t'as plus de chances d'y arriver, mais on a tous aussi des histoires, fictives encore plus, parce que du coup, ça fait vendre, forcément, et réelles, parce que, là, c'est un peu les fameuses, c'est pareil, ça fait vendre, c'est les fameuses success stories, tu vois, où en gros, je sais pas, c'est... Le gars, il est dans un pays, il sait pas lire, pas écrire. Son village, tous les 2 ans, il est ravagé par les bombes, les inondations, la famine. Tu vois, il a vraiment tout contre lui. Après, au moins, il commence à réussir. Tous les mecs qui se mettent sur sa gueule et tout ça. Donc du coup, voilà, c'est vraiment de se dire. Et finalement, ce mec-là, il arrive et voilà, il passe à travers tout. Il devient riche, beau, intelligent. Voilà, tu vois, c'est vraiment l'espèce de truc de se dire que finalement, il y a aussi des mecs qui réussissent même si tout est contre eux. Mais finalement, c'est un pari dangereux à prendre dans la vraie vie. Parce que, voilà, on te le montre en exemple, mais finalement, il y en a un qui se dresse contre, et qui se bat contre tout le monde et qui réussit pour 1000, 10 000, 1 million, qui se laissent broyer par le système, qui n'y arrivent pas, qui se font écraser. C'est toujours ça. À chaque fois, tu mets le petit bonhomme en tête de gondole, mais finalement, il y en a plein derrière qui sont rasés. Donc du coup, c'est rare. Même dans ces récits-là, il y a toujours au moins une personne qui croit en eux. Même si, voilà, si c'est une secrétaire, un grand-père, une petite fille ou autre, il y a toujours un peu, comme tu écoutes les mecs, voilà, ils ont toujours, voilà, c'était ma grand-mère qui m'a poussé à aller de l'avant, c'était ma secrétaire qui a toujours cru en moi. Parce que la preuve, même Iron Man, quand même, le mec il sait ce qu'il dit, enfin, on pense. Même Iron Man, il dit, en gros, je crois qu'une de ses meilleures citations, c'est pas l'armure qui fait le héros, c'est l'homme qui est à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'a fait le héros qui est à l'intérieur? C'est Pepper, c'est sa secrétaire, c'est elle qui a toujours cru en lui. C'est voilà le fameux truc où la scène de fin, la preuve que Tony Stark a un cœur, tu vois, genre c'est elle qui l'a vraiment toujours poussé vers l'avant. En gros, c'est le héros c'est le bonhomme qui est à l'intérieur qui a fait le héros, mais qui a fait le bonhomme qui est à l'intérieur? Et voilà, c'est sa secrétaire. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui croit en cette personne-là. Si personne ne croit en toi, c'est vraiment vraiment compliqué d'y arriver, quoi. Donc du coup voilà. Et après ça aussi, c'est la base de la pédagogie. En gros, la base de la pédagogie, c'est la réussite d'un élève, elle dépend au moins, je dis bien au moins à 80% de la réussite qu'on place en lui. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est souvent le truc, tu sais, on n'a jamais le droit à une seconde première impression, et c'est un peu ça, c'est pour ça qu'on a tous mis un peu la pression quand tu arrives dans une nouvelle classe, dans un nouveau lycée ou autre, il faut que tu te montres bien tout de suite ou autre, parce que ça va directement impacter finalement, entre guillemets, l'instruction que tu vas recevoir. Dans le sens où, c'est pour ça que si tu regardes bien, il y a toujours, les têtes de classe, elles seront toujours premiers et les cancres, ils seront toujours derniers. Il n'y a jamais, quasiment jamais d'inversement du tableau. Il n'y a jamais un moment où, voilà, n'importe quoi, tu commences en début d'année, il y en a qui foutaient rien du tout, et il y en a qui étaient des têtes, et voilà, en milieu d'année, pouf, ça s'inverse, et ceux qui étaient nuls, hop, ils ont des super notes et ils doublent les autres, quoi. En fait, il n'y a jamais ça parce que c'est inconscient dans la tête du prof. Parce que finalement, si la tête, elle a une mauvaise note, et du coup, ce que le préfet va faire, il va arrondir les angles, il va diminuer la gravité ou autre. Je le sais parce que il fut un temps, jadis, bien avant que vous me connaissiez, où j'étais, pas une tête, mais je me débrouillais à l'école. Et je sais qu'une fois, je me suis eu un 0 en maths. Je crois que ça devait être la première fois que j'ai pris un 0. Bon, après, je suis arrivé à la fac et j'ai relativisé. Donc du coup, voilà. Mais donc du coup, pour un gamin de, je sais pas, j'étais au collège, donc je devais avoir, quel âge au collège? 13, 14, 15 ans. Et donc du coup voilà, c'était le première bulle que j'avais et je sais que la prof, donc en fait, en plus c'était même pas de ma faute, voilà, parce que tu sais c'est le fameux moment où tu as les calculs des angles avec les radians et les degrés et tout ça, et j'avais mal configuré la calculette, et donc du coup en gros elle avait pris des degrés là où il fallait des radians, et donc du coup tout était faux. Les calculs étaient bons mais le résultat était faux. Donc du coup j'avais pris une bulle,
Et je me souviens, la prof, même en réunion pas en prof, elle avait arrondi les angles, dire c'est pas grave, ça arrive, c'est un comme ça de temps en temps. Au contraire, ça lui servira ça lui servira, tu vois, d'épreuve, tu vois, comme ça, il s'en souviendra la prochaine fois, il fera attention de bien configurer sa calculette, ce qui est vrai d'ailleurs, même si on n'a plus jamais eu de contrôle dessus. Bon, pour le coup, maintenant je le sais, la prof ça m'a marqué. Donc du coup, tu vois, on a diminué la gravité ou autre. Alors qu'en gros, si un cancre, il a 20 d'un coup, et bah, direct, on va le suspecter de triche. Direct, on va dire, c'est quand même bizarre, le mec, il a 2 toute l'année, et boum, là d'un coup, il a 20, c'est passé quelque chose. Alors que peut-être pas du tout, peut-être que c'est un sujet qu'il adore, peut-être qu'il a vraiment taffé dessus ou autre. Et limite, il va lui falloir plusieurs notes consécutives, il va presque falloir qu'il prouve qu'il triche pas pour s'en sortir. Alors que voilà, finalement, un peu la tête entre grands guillemets, ça pourrait être juste, bah genre t'as pas bossé, tu vois, t'as rien foutu, tu prends une bulle et genre plutôt que de dire ah oui c'est parce que t'as rien foutu, sauf voilà, ceux qui sont un peu francs, mais sinon on va dire bon bah c'est pas grave, allez il faut que tu te ressaisisses et tout ça. Donc en gros tu vois pour te dire que pour voilà si les tendances elles essayent de s'inverser, bah du coup on a déjà un prérequis, tu vois, les profs vont déjà voir selon la confiance qu'ils ont placée ou pas en toi, du coup la preuve t'as vu ils vont te pousser vers le haut, même si tu vois t'es au ras des pâquerettes, ils vont te pousser vers le haut. Et à l'inverse, donc tu vois, c'est les fameuses croyances limitantes, ils se disent non, t'es nul, tu peux pas avoir 20, donc du coup c'est l'inverse, boum, ils vont t'enfoncer en disant non, il y a quelque chose qui cloche. Voilà. En gros, dès l'instant où le professeur il a une idée préétablie de la réussite ou non d'un élève, c'est inconscient. Même si dire que on est un peu dans l'air du temps de tu sais, genre voilà, c'est l'écriture inclusive et tout ça, tout le monde doit réussir et tout ça, t'as forcément un moment où t'as un jugement de valeur. Je veux dire, prends autour de toi, que ce soit ta famille, tes collègues, les gars avec qui t'étais en classe ou autre, t'as forcément des mecs qui tu te dis, lui il est complètement con, lui il est nul, il n'y arrivera jamais, et deux où tu dis, putain mais lui rien peut l'abattre, peu importe ce qu'il en fasse, il s'en sort. Alors que les deux, je veux dire, le mec que tu prends pour un idiot, il y a des trucs qui sont super intelligents, qui sont réfléchis, voilà, il a une espèce de courage qui fait peut-être tous les jours que tu vois pas, parce que voilà, finalement tu te mets des œillères, et à l'inverse, le mec que tu suis, voilà, qui est inspirant, c'est peut-être, voilà, en fait en secret un nazi, un mec, je sais pas, qui brûle des petits chats. Voilà, du coup finalement tu sais pas, mais en gros tu te caches, tu te mets des œillères par rapport à tes prérequis. Et donc du coup finalement pour le prof, en exagérant un peu moins, mais finalement c'est exactement ça. Parce que en gros, t'as forcément, je te dis, un espèce de jugement de valeur. Parce que si t'en as pas, ça veut juste dire que tu t'en fous. En fait, c'est ça. Si t'as pas de jugement, même inconsciemment, si t'as pas de jugement de valeur, c'est juste des jugements de valeur sur tes élèves, sur la réussite plus ou moins. C'est juste que tu t'en fous des élèves, tu t'en fous qu'ils réussissent, tu t'en fous de ton cours. Et bah du coup, là du coup, je crois que c'est encore pire même que t'as une mauvaise opinion d'eux ou pas, que voilà, naturellement tu t'en fous qu'ils réussissent ou pas, c'est pas ton problème. Et donc du coup, donc cette idée préétablie de la réussite ou non, elle va influencer son jugement et la croyance en la réussite qu'il place dans l'élève. Et finalement, cette croyance dans la réussite de l'élève qui va le pousser ou non vers le haut. En gros, pour dire tout simplement, pour que tout le monde comprenne clairement, ceux dont on pense qu'ils vont réussir, ils réussissent mieux que ceux en qui on place peu d'espoir. Et en gros, c'est ça l'effet Pygmalion. Parce que finalement, comme je te dis, on a tous dans notre entourage des gens qu'on voudrait voir meilleurs. Je sais pas, ça peut être... Et voilà, je laisse passer la moto. Je sais pas, ça peut être un... Décidément. Un mari, je sais pas, donc voilà, je t'ai dit, donc tu peux avoir tout dans ton entourage des gens que tu voudrais qu'ils soient meilleurs. Voilà, n'importe quoi, je sais pas, un mari que tu voudrais qu'il saisisse une augmentation, un enfant que tu voudrais qui travaille pas assez à l'école, que tu dis putain, c'est dommage, t'as des qualités et tout ça, mais tu les exploites pas. Que ce soit un collègue qui est pas assez impliqué dans son travail. On a tous voilà, des gens qu'on voudrait voir meilleurs. Donc du coup, on sait que pour nous, comme pour cette personne, en gros, finalement, c'est se priver de quelque chose qui est à portée de main. Parce qu'à la fois, toi, ça te frustre, parce que tu te dis, c'est dommage, cette personne-là, elle pourrait aller plus haut, et finalement, cette personne-là aussi, ça la frustre, parce que finalement, c'est à portée de main, elle pourrait le faire, c'est juste que, bah voilà, elle se pousse pas assez, quoi. Donc en gros, finalement, voilà, la meilleure façon de l'aider, c'est de croire en elle, de lui montrer que tu crois en elle et que finalement, surtout, c'est sincère. Parce qu'en gros, ça se sentira si tu fais ça juste du lèche-boat ou si c'est vraiment voilà, un espèce de truc faux. Il faut vraiment que ce soit sincère. Il faut vraiment que tu crois en la réussite de quelqu'un. Et si tu crois en la réussite de cette personne, et bah du coup, tu vas augmenter grandement ses chances de succès parce que cette personne va se sentir soutenue parce que bah voilà, c'est le fameux effet Pygmalion. Donc du coup, tu vas croire en sa réussite. Du coup, bah à la fois, ça va augmenter sa confiance en elle. Et en plus, du coup, ça va la pousser en avant par rapport aux attentes que les autres ont des autres aussi. Ça joue aussi beaucoup sur ça. Il y a une question aussi d'ego. En gros, voilà, si tout le monde c'est un peu voilà, les trucs des têtes de classe, c'est pour ça aussi que j'ai connu aussi des potes ou des copines qui étaient ravagées, je sais pas, quand elles revenaient avec un 16 ou autre de l'école, parce qu'elles savaient qu'elles allaient se faire démolir ou autre, parce qu'en gros,
finalement ses parents ou l'entourage ou autre avaient placé comme quoi voilà la limite du raisonnable c'est 17, tu vois. Donc du coup tu te dis c'est un standard super haut, la moyenne elle est 10, enfin tout le monde sait que voilà c'est le barème de base, mais donc du coup comme tu as des standards qui seront hauts, bah du coup ça te pousse parce que finalement c'est l'image que tu t'es construit. Tu t'es construit une image voilà, un peu de tête ou autre, donc du coup il faut que tu te tiennes à ces standards. Donc du coup voilà, il y a à la fois une histoire de confiance en soi et à la fois une histoire de juste d'ego, de la vache, si les gens pensent que je vais réussir, je dois réussir quoi. Et donc du coup, dis-toi qu'en y repensant, que derrière pas mal de tes succès, il y a quelqu'un qui a cru en toi. Il y a un parent, il y a un coach, un professeur, un supérieur, un collègue. Derrière pas mal de tes succès, il y a quelqu'un qui a cru en toi. Si tu as réussi à l'école, c'est parce que, ou tu as été bon dans une matière, c'est parce qu'il y a un prof qui t'a pris, qui t'a aidé. Si tu as réussi un peu dans la vie, c'est parce que tu as un parent qui t'a aidé. Si je sais pas, si tu as tenu le choc, je sais pas, voilà, face à des trucs difficiles ou autre, et que tu as réussi à monter des augmentations, les échelons, c'était parce que voilà, tes collègues étaient là pour encaisser, parce que t'as un supérieur qui était aidé ou autre. Donc voilà, en gros, si tu veux rendre le monde meilleur, voilà un conseil de plus pour le pousser un peu vers le haut. En gros, voilà, c'est de croire en les autres, autant que les autres ont cru en toi pour t'aider à monter. Voilà, bah du coup, merci à toi de m'avoir écouté. Comme d'habitude, si tu as des questions, des suggestions, Facebook, Insta, mail, tout ça tu connais. Je commence à être de plus en plus présent sur Insta. Je commence à faire mes débuts ou autres. Donc n'hésite pas si tu veux à la fois venir me démolir si je fais n'importe quoi. Ou bah voilà, si tu as des suggestions ou autre, c'est un canal, un beau canal d'échange. Sait-on jamais si tu as un podcast ou un blog ou une chaîne YouTube et tu penses qu'on pourrait parler ensemble d'un sujet, n'hésite pas parce que du coup je vais avoir, comme je t'avais dit en gros, spoiler alert si je ne l'avais pas dit, en gros je vais essayer de faire un épisode interview tous les 10 épisodes. Donc si toi, voilà, si toi je te dis tu as un podcast, un blog, une chaîne, quelque chose que tu te dis juste en gros qu'on pourrait traiter d'un sujet qui est un peu tu vois dans le truc gros, avec des gros guillemets mais développement personnel, gestion du temps, organisation, productivité, un peu tout ça. Même si tu vois, même si c'est pas du tout ton domaine, j'ai n'importe quoi, tu peux être dans la mécanique et te dire bah tiens, si tu fais ça, 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 du coup ta voiture elle tombe moins en panne, du coup voilà, elle roule plus vite, ainsi de suite. Tu vois, ça peut vraiment être complètement random. Donc du coup voilà, n'hésite pas et parce que du coup comme je t'ai dit, j'aurais essayé d'avoir un épisode interview tous les 10 épisodes. Bon ça fait 5 interviews par an, ça devrait aller. Alors là, j'essaie de chercher des gens pour le 110e, mais on est déjà le 108, donc c'est dans 2 semaines, et comme c'est les vacances, je n'arrive pas à choper grand monde, donc je te promets rien, je vais essayer. Mais voilà, donc si tu connais des gens ou que toi-même tu en es, comme on dit, voilà, n'hésite pas. Bah du coup, moi je te remercie de m'avoir écouté, et je te dis à la semaine prochaine pour de prochaines aventures. Ciao!